Voilà, donc dans cette deuxième vidéo, nous allons juste continuer la présentation de Kubernetes, hein. Donc, nous avons déjà vu donc, les différents composants d'un cluster Kubernetes. Nous avons ce qu'on appelle le control plan ainsi que les gouverneurs, ce qu'on appelle des nodes de charge de travail. Oui, dans le control plan, on a vu qu'il y avait 4 éléments. Nous avons ce qu'on appelle l'API server, nous avons le TCD, le scheduler ainsi que le kube control manager. Et au niveau des nodes, nous avons principalement 3 éléments, à savoir le kubelet, la partie kube proxy ainsi que le container runtime. Alors, qui s'occupe de tout ce qui est exécution des containers au niveau des nœuds. Alors, on est à ce niveau, on avait déjà présenté la partie composant donc, des nœuds. On avait également présenté la partie control plan et on va maintenant présenter au niveau des charges de travail, c'est-à-dire à ce niveau-là. Qu'avons-nous réellement à ce niveau-là, au niveau des nodes? Alors, à ce niveau-là, ce que nous avons, c'est que déjà côté Kubernetes, hein, le terme worker node fait référence tout simplement à ce qu'on appelle à la charge de travail, aux charges de travail applicatives. Donc, que nous exécutons tout simplement pour les clusters. Donc, les charges de travail représentent tout simplement les applications, les services, les processus qui sont déployés et gérés par Kubernetes. Je répète encore, les applications, les services, les processus qui sont déployés et gérés par Kubernetes. Nous avons la notion de pod qui revient souvent. Donc, comprenez tout simplement les codes ne représentent que les processus, c'est-à-dire sont en fait des containers qu'on a, bon, parce que le terme container n'est pas utilisé au niveau de Kubernetes, c'est simplement les pods qui sont utilisés. Donc, si vous lisez la définition des pods, vous allez voir que c'est pratiquement des containers. Donc, mais ce n'est pas les containers parce qu'un container en cours, dès que vous l'arrêtez, c'est truc alors que c'est Kubernetes, dès que vous arrêtez un container, vous supprimez automatiquement, Kube va se charger de redémarrer un nouveau container. Alors, un pod, et l'unité d'exécution de base d'une application Kubernetes. Donc, l'unité la plus petite est la plus simple dans le modèle d'objet de Kubernetes. Voilà, que vous créez ou déployez, effectivement. Donc, un pod représente tout simplement des processus en cours d'exécution dans votre cluster. C'est la définition que j'aime bien. Et ça, c'est représente tout simplement un container parce qu'on l'a dit tout à l'heure. Tantôt. Alors, le déploiement, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de mettre en place ces pods-là, mais également d'ajouter l'ensemble des éléments qui permettent d'exécuter un pod. Le déploiement sur une ressource Kubernetes, les déploiements plutôt sont les ressources Kubernetes qui permettent de déclarer et de gérer la mise en œuvre des pods. Il offre des fonctionnalités telles que le déploiement déclaratif, et c'est hyper important, c'est dans le cas où vous avez vraiment un fichier où vous avez défini tous les éléments dont vous avez besoin. Le contrôle nombre de réplicas, on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les containers, on pouvait en créer seulement un, mais nous, ce que nous voulons maintenant, c'est de pouvoir répliquer, c'est-à-dire créer vraiment plusieurs containers, mais qu'on va appeler nodes. La mise en échelle, donc le fait d'augmenter, de diminuer, etc. Ainsi que la mise à jour des versions des applications sans temps d'arrêt. C'est là où c'est intéressant. Donc, à chaque fois que vous mettez à jour pratiquement les déploiements, ça va se répéter automatiquement sur l'ensemble des ressources qui ont été mises en place et vraiment, c'est les Kubernetes qui vont s'en occuper. Alors, les services, c'est quoi? Maintenant, une fois que nous avons les pods qui sont créés par des déploiements, il faut qu'au moins ces pods-là puissent être accessibles de l'intérieur ou bien de l'extérieur, ça dépend. Il y a des services, c'est-à-dire il y a des containers dont la communication ne nécessite pas une exposition externe. Je vous donne un exemple. Imaginons qu'on a une base de données, sur PostgreSQL ou bien sur MySQL, n'importe quel GBD, mais cette base de données, quand même, le endpoint ne doit pas être exposé de l'extérieur par mesure de sécurité. Dans ce cas, il faut trouver un moyen maintenant de faire communiquer cette base de données avec le reste de l'application sans pour autant que de l'extérieur, personne ne puisse y accéder. Mais c'est également une application back-end. Même chose, ça va un peu comme la base de données. Mais une application front-end, parfois on a besoin, et même pas parfois, on a réellement besoin qu'il y ait une exposition de l'extérieur. Dans ce cas, le service qui va gérer les bases de données d'application back-end, application front-end sont un peu différents et on va découvrir ensemble comment ça marche réellement. Un service Kubernetes est un objet qui définit un ensemble de pods et une politique d'accès à ces pods. Je répète encore. Donc, les services Kubernetes permettent tout simplement de définir les accès principalement à ces pods. Un ensemble de pods, les accès à ces pods. Ici, il permettait de créer des pods et la manière permet maintenant de gérer l'accès à ces pods. Il peut être utilisé pour exposer l'application en interne ou en externe. En interne, dans ce cas, ce sera type cluster IP. Donc, si un service rattaché à un pod ou bien à un déploiement, c'est de type
cluster IP, dans ce cas, l'accès est interne, c'est-à-dire un container ou un port A qui est dans le cluster peut accéder à un container B qui est dans le cluster si la communication est de type cluster IP. Si nous voulons maintenant que ce soit accessible depuis l'extérieur, dans ce cas, on peut avoir un autre port. Le port permet tout simplement de fixer un port, que ce soit d'extérieur. Le load balancer permet également l'accès à l'extérieur, mais plus souvent, ça c'est dans le cas où on utilise maintenant ce qu'on appelle un provider. Le provider, c'est quoi? Dans le cas où on est sur EKS, un exemple, Elastic Kubernetes Service d'Amazon, ou bien dans d'autres providers, ça soit également Digital Ocean, ça peut être du Azure. Dans ce cas, c'est un type load balancer. Donc, voici les trois qui sont les plus utilisés quand vous créez un service. Retenez bien ça. Ça, c'est l'accès interne. Et ça, c'est l'accès externe. Ça, c'est du quoi? L'accès externe veut dire tout simplement que des clients qui sont à l'extérieur du cluster peuvent accéder à ce pod-là. Donc pour l'installation, donc je vous ai partagé en fait ici un exemple. Pour l'installation, c'est sur Windows, dans Chocolat. Maintenant, si c'est sur Linux, donc de toute façon, il y a un autre document que je vais présenter. Et pour le démarrage maintenant, quand vous démarrez en fait votre cluster, ça sera un petit peu comme de la virtualisation, mais ça fait une contrôlisation. Minikube est tout simplement un cluster de dev. Si cela c'est vraiment en mode de production, dans ce cas, ce sera un cube admin. Mais bon, comme nous sommes en dev, on peut tester. Donc, il faut d'abord installer Minikube. Une fois que vous installez Minikube, vous démarrez tout simplement Minikube. Et en lui précisant également, ce soit le driver. Est-ce que le driver, nous allons utiliser la virtualisation, ça peut être ici VirtualBox ou tout ce que vous voulez. Mais là, j'ai choisi comme driver Docker. Donc, il faut également que Docker soit installé sur la machine, que ça démarre. Une fois que c'est bon, vous allez maintenant voir, voici un peu de démarrage. Et on vous montrer également tous les éléments de base. Le démarrage, vous avez ici, là, on a bien ici le Cube Control Manager qui gère vraiment les clusters. Nous avons également ici le Cube Scheduler. Vous avez également ici des proxys. Donc ça, pour le démarrage, vous allez vraiment voir au niveau de la console toutes les informations qui seront installées. Donc là, c'est l'installation tout simplement du cluster Minikube et cela va nous permettre de vraiment de faire tous les tests avec le Cube API Server qui est là. Vous aurez vraiment en fait tous les éléments qui vous permettent de pouvoir tester vraiment un cluster Kubernetes sans problème. Alors, donc, et là, c'est quelques exemples. D'ailleurs, ceci, je vais essayer de le tester. On va voir ensemble ceci. Déjà, ça, c'est de vérifier s'il y a des images parce que tout se base sur la containerisation, sur Docker que j'ai utilisé ici. Puis, vous commencez par créer le déploiement. Donc là, vous créez un déploiement à partir d'une image spécifique. Puis, vous exposez ça. Maintenant, c'est la création du service. Tout simplement, éditer, vous précisez sur notre port ou tout ce que vous voulez. Ensuite, vous lancez maintenant le service en demandant tout simplement l'URL et là l'application est disponible. Vous pouvez également voir en fait ici le dashboard de Minikube pour visualiser un petit peu tout ce qui est lié à notre cluster, voir la santé de nos portes, etc. Voici un exemple d'utilisation simple. Là, je n'ai pas utilisé quand même de manifeste Kubernetes, mais l'idée également, c'est de pouvoir avoir des manifestes Kubernetes. Et là, dans la pratique, on peut avoir avec les ateliers, comment maintenant créer réellement ici un fichier deployment.yaml, comment créer un service.yaml et d'autres fichiers. Donc, on peut avoir les config maps, on peut avoir les secrets, on peut également avoir les stateful set, etc. Il y a pas mal quand même de ressources Kubernetes qu'on pourrait avoir liées à ça. Voilà, donc c'était tout pour la présentation sur Kubernetes. On va maintenant passer au deuxième document qui est assez intéressant quand même, qui nous permet de voir un petit peu l'utilisation de tous ces éléments.